Il est le début du XVIIe siècle, et Prague, la cité aux 100 flèches, s'éveille sous un ciel d'un gris perle qui promet un jour froid. La brise matinale, venue des monts de Bohême, s'engouffre dans les ruelles étroites, charriant les effluves âcres de la fumée des cheminées et le parfum plus subtil du pain fraîchement sorti des fours. Les pavés, encore humides de la rosée nocturne, luisaient sous les premières lueurs, et le cliquetis des fers de chevaux résonnait, annonçant le réveil de la ville. Au loin, les cloches de la cathédrale Saint-Guy entamaient leur carillon matinal, leur son grave se mêlant aux cris des marchands qui commençaient à installer leurs étals sur la place de la vieille ville. Perché sur sa colline, dominant la Vltava et les toits ocres de la cité, le Radkani, le château impérial, semblait encore endormi. Ses murailles massives, ses tours imposantes, se découpaient en silhouettes contre le ciel pâle, gardant en leur sein des secrets et des trésors accumulés par des générations de souverains. Mais aucun n'avait été aussi singulier que Rodolphe II de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, dont le règne, bien que politiquement tumultueux, fut un âge d'or pour les sciences occultes, l'alchimie et la quête de la connaissance ésotérique. Rodolphe n'était pas un homme de conquête, mais d'introspection. Son esprit, à la fois brillant et tourmenté par une mélancolie profonde, était un jardin secret où s'épanouissaient les fleurs étranges de la philosophie hermétique et de l'art. Il délaissait souvent les affaires d'État, les confiant à ses conseillers, pour se retirer dans les profondeurs de sa Kunstkammer, sa chambre des curiosités, un véritable panthéon de l'étrange et du merveilleux. Là, au milieu des automates complexes, des globes célestes incrustés de pierres précieuses, des squelettes d'animaux exotiques et des instruments alchimiques, Rodolphe cherchait la vérité. L'air dans ces salles voûtées était lourd, imprégné des senteurs mêlées de vieux parchemins, d'encens rares et des vapeurs métalliques des cornues où ces alchimistes s'évertuaient à transmuter le plomb en or ou à découvrir l'élixir de longue vie. L'empereur lui-même, un homme d'une stature moyenne et d'une démarche hésitante, portait sur ses traits fins et son regard mélancolique le poids de son héritage et la solitude de son trône. Ses doigts effilés, souvent tachés d'encre ou de pigments, caressaient avec une tendresse presque filiale les objets les plus énigmatiques de sa collection. Il ne cherchait pas la gloire des batailles, mais la révélation des arcanes, la clé universelle qui déverrouillerait les secrets du cosmos. C'était dans cette quête inlassable, cette soif inextinguible de l'insolite et du cachet, que son regard s'était posé, il y a quelques années, sur un volume dont l'étrangeté défiait toute compréhension, un livre qui, plus que tout autre, allait incarner la quintessence de son règne énigmatique et de ses passions dévorantes. Le jour où le manuscrit fut présenté à Rodolphe II fut marqué par une atmosphère d'expectative tendue dans les salles voûtées de sa Kunstkammer. La lumière du jour, filtrée par les hautes fenêtres à meneaux, peignait des traînées de poussière dorée dans l'air immobile, et le silence n'était brisé que par le crépitement lointain d'un feu de cheminée. Un homme, un émissaire dont le nom s'était déjà évanoui dans les méandres de l'histoire, avait déposé avec une révérence excessive un paquet enveloppé de soie rugueuse sur la table de chêne massif, au centre de la pièce. Rodolphe, ses yeux d'un bleu perçant fixés sur l'objet, avait tendu une main tremblante pour écarter le tissu. Apparut alors un livre, modeste en apparence, dont la reliure en vélin usé portait les marques du temps et des manipulations. Sa taille était celle d'un in-quarto, ni trop grand ni trop petit, conçu pour être tenu à la main, pour être étudié en secret. Mais dès que la reliure fut ouverte, l'ordinaire s'effaça pour laisser place à l'extraordinaire. Rodolphe se pencha, son souffle s'accélérant imperceptiblement. Ses yeux parcouraient les pages jaunies, non pas d'une écriture connue, mais d'un alphabet dansant, étranger, composé de boucles, de hampes et de signes qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais vu. Chaque caractère était tracé avec une précision étonnante, comme si une main experte avait consciencieusement copié un texte d'une langue oubliée ou inventée. L'encre brune, parfois rougeoyante, semblait avoir conservé son éclat d'antan, défiant les siècles. Mais ce qui captiva véritablement l'empereur, ce furent les illustrations. Elles étaient partout, des dessins à l'encre colorée avec une délicatesse inouïe. Des plantes inconnues, aux racines tortueuses et aux fleurs fantasmagoriques, s'épanouissaient sur les parchemins, certaines évoquant des herbes médicinales, d'autres des créatures végétales échappées d'un rêve. Des constellations d'étoiles, des diagrammes astronomiques d'une complexité déroutante, des figures féminines nues, au ventre rebondi, se baignant dans des bassins interconnectés par des tuyaux sinueux, remplissaient les pages suivantes. Leurs corps, souvent disproportionnés, leurs expressions énigmatiques, ajoutaient à l'aura de mystère. La palette de couleurs était étonnamment vive pour un ouvrage si ancien. Des verts éclatants, des bleus profonds, des rouges terreux, tout s'appliquait avec une maîtrise qui suggérait un artiste non seulement habile, mais aussi profondément imprégné de la symbolique de son œuvre. Un frisson parcourut l'échine de Rodolphe. Ce n'était pas un livre ordinaire. C'était un artefact, un fragment d'un savoir perdu, ou peut-être d'un savoir qui n'avait jamais existé. L'émissaire, voyant l'intérêt captivé de l'empereur, avait murmuré quelques mots sur l'origine supposée du manuscrit, lui attribuant la plume du légendaire Roger Bacon, le moine philosophe du XIIIe siècle. Il avait insisté sur le fait que le prix, 600 ducats d'or, était dérisoire pour un tel trésor. Rodolphe, sans hésitation, avait acquiescé. Le prix n'avait aucune importance face à la promesse de découverte, à l'attrait irrésistible de l'inconnu. Le manuscrit, désormais baptisé par l'empereur, le livre de Roger Bacon, trouva sa place d'honneur dans la Kunstkammer. Il devint l'objet d'une fascination obsessionnelle. Chaque jour, ou presque, Rodolphe se retirait pour le consulter. Il le feuilletait page après page, cherchant un indice, un motif récurrent, une logique sous-jacente à ce chaos apparent.
Il passait des heures à scruter les formes des lettres, à tenter de les prononcer, à dessiner des correspondances imaginaires avec les alphabets connus. Il croyait fermement que ce livre contenait des secrets d'une importance capitale, des remèdes universels, des révélations alchimiques ou cosmologiques qui transcenderaient les connaissances de son époque. La mélancolie naturelle de Rodolphe s'accentua, teintée d'une nouvelle forme d'impatience fiévreuse. Il ne pouvait tolérer qu'un tel savoir reste scellé. Il fit appel aux plus brillants esprits de sa cour, des alchimistes, des médecins, des linguistes, des érudits versés dans les langues anciennes et les cryptographies les plus complexes. Parmi eux se trouvait Jacobus Orsiki de Tepnek, ou Jakub Orsiki z Tepens, plus connu sous le nom de Sinapius, son pharmacien impérial et alchimiste de confiance. Jacobus était un homme d'une érudition remarquable, dont la réputation dépassait largement les murs du Radcani. Ancien étudiant de l'université de Padoue, il était versé dans l'herboristerie, la médecine, la chimie et l'astrologie. Ses mains, habituellement occupées à préparer des élixirs complexes et des remèdes pour les affections de l'empereur, étaient aussi capables de manier la plume avec une grande dextérité et son esprit était affûté par des années d'études et d'expérimentation. Il fut l'un des premiers à qui Rodolphe confia le manuscrit. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait autour des tours du château, Jacobus fut convoqué dans les appartements privés de l'empereur. L'air était lourd d'effluves d'encens et de cire d'abeille, et la lumière des bougies jetait des ombres dansantes sur les tapisseries murales. Rodolphe était assis à sa table de travail, le manuscrit ouvert devant lui, ses doigts caressant la page illustrée d'une plante aux formes étranges. Son visage, pâle et creusé par la fatigue, trahissait une agitation intérieure. « Sinapius, commença l'empereur d'une voix basse, presque un murmure, vous avez étudié les herbes, les étoiles, les mystères de la vie et de la mort. Vous avez lu les textes les plus obscurs et déchiffré les symboles les plus anciens. » Il fit un geste vers le livre. « Regardez cela. » Jacobus s'approcha, son regard tombant sur le manuscrit. Il l'avait déjà vu, bien sûr, mais jamais avec une telle intimité, jamais sous l'œil scrutateur de l'empereur qui attendait tant. Il se pencha. L'odeur du vieux parchemin, douce et terreuse, lui parvint. Il examina attentivement le script, ses sourcils se fronçant à chaque signe inconnu. Il tourna les pages lentement, ses yeux parcourant les illustrations botaniques, puis les diagrammes cosmologiques, puis les figures féminines. « Ces plantes, sire, dit Jacobus d'une voix mesurée, elles ne ressemblent à aucune espèce répertoriée dans les grands herbariums que je connaisse. Leurs formes sont imaginatives. » Il hésita, cherchant le mot juste. « Ou elles proviennent d'un monde que nous ignorons. » Rodolphe hocha la tête, un éclair d'espoir dans ses yeux fatigués. « Exactement. Un monde nouveau, un savoir oublié. Et l'écriture » Jacobus passa un doigt sur une ligne de texte, sentant le léger relief de l'encre. « Sire, j'ai étudié le grec, le latin, l'hébreu, l'arabe, le chaldéen et de nombreux dialectes. J'ai même tenté de percer les codes des alchimistes et des Rose-Croix. Mais cette écriture, elle défie toute classification. Elle n'est pas chiffrée au sens où nous l'entendons. Elle semble être une langue à part entière, avec sa propre grammaire, ses propres conventions. » Le silence retomba, plus lourd qu'auparavant. Rodolphe se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la nuit noire et froide engloutir la ville. Les lumières scintillantes de Prague semblaient lointaines, insignifiantes. Son esprit était ailleurs, perdu dans les méandres du manuscrit. « Mais il doit y avoir une clé, Sinapius » insista l'empereur, se retournant, son visage empreint d'une détermination mêlée de désespoir. « Un tel ouvrage ne peut être dépourvu de sens. Il est trop élaboré, trop beau pour n'être qu'une chimère. » Jacobus soupira intérieurement. Il avait déjà passé des semaines, des mois, à examiner le texte, à tenter de trouver des correspondances avec des chiffres, des symboles, des langues secrètes. Il avait même essayé d'appliquer des méthodes cryptographiques connues, en vain. Chaque tentative se heurtait à un mur d'incompréhension. Les fréquences des lettres ne correspondaient à aucune langue européenne. Les mots ne semblaient pas se répéter de manière logique. C'était un océan de signes sans rivage. « Sire, dit Jacobus avec prudence, j'ai mené des analyses approfondies. J'ai comparé les occurrences de chaque caractère, la longueur des mots, la structure des phrases. L'écriture est fluide, régulière, comme si l'auteur la maîtrisait parfaitement. Ce n'est pas un code simple. Ce n'est pas une substitution alphabétique. Et les illustrations, elles sont si détaillées, si spécifiques, qu'elles suggèrent une intention précise, un message à transmettre. » Il marqua une pause, mais ce message nous échappe. Pour l'heure, du moins. L'empereur s'approcha de la table, son regard s'attardant sur une figure féminine aux cheveux longs, flottant dans un bassin circulaire. Certains disent que c'est l'œuvre de l'alchimiste Édouard Kellet, qui l'aurait créée pour me tromper. La voix de Rodolphe était empreinte d'une amertume fugace. Kellet, avec ses promesses de transmutation et ses visions angéliques, avait été une source de grandes espérances et de déceptions encore plus grandes. Mais je refuse de le croire. Le travail est trop authentique, trop complexe. Nul charlatan ne prendrait tant de peine pour un tel chef-d'œuvre de l'inintelligible. Jacobus acquiesça. Il partageait ce sentiment. Le manuscrit ne ressemblait pas aux falsifications grossières des charlatans de cour. Il portait en lui une intention profonde, même si elle était impénétrable. Il avait quelque chose de sacré, de presque intouchable. « Nous continuerons, sire » assura Jacobus. « Je ferai appel à d'autres érudits, à des esprits neufs. Nous ne laisserons aucune pierre non retournée. » Rodolphe, cependant, sentait le poids des années de vaines tentatives. Le manuscrit était devenu à la fois son plus grand trésor et sa plus grande source de frustration. Il était le miroir de son règne, brillant de mille feux d'érudition et de curiosité, mais aussi obscurci par l'incapacité à percer ses propres mystères. La quête de connaissances, qu'il avait toujours nourrie, commençait à l'épuiser.
Le silence du manuscrit résonnait dans les couloirs du château comme un écho de sa propre solitude. Les années passèrent. Le livre de Roger Bacon demeurait une énigme inviolée, passant de main en main parmi les érudits de la cour de Rodolphe, chacun s'y cassant les dents, chacun ajoutant sa propre couche de théorie et de spéculation, sans jamais en percer le sens. Jacobus Orsicki, malgré ses efforts inlassables, n'eut pas plus de succès. Il mourut en 1622, laissant derrière lui une fortune considérable et une réputation d'alchimiste et de médecin hors pair, mais aussi le souvenir d'un mystère qu'il n'avait pu résoudre. À la mort de Rodolphe II en 1612, le manuscrit, comme tant d'autres trésors impériaux, fut dispersé. Il ne fut pas relégué à un oubli total, mais passa dans les mains de collectionneurs, d'érudits et de curieux, qui, à leur tour, se heurtèrent à son impénétrable silence. L'aura de mystère qui l'entourait ne fit que grandir. Chaque nouveau propriétaire, chaque nouvelle tentative de déchiffrement, ajoutait à la légende du livre que personne ne pouvait lire. Quelques décennies plus tard, la guerre de 30 ans avait ravagé l'Europe centrale, et Prague, jadis le joyau de l'Empire, portait les cicatrices des conflits. Mais même au milieu des cendres et des ruines, la flamme de la connaissance et de la curiosité ne s'était pas éteinte. C'est dans ce contexte de reconstruction intellectuelle que ressurgit le manuscrit, dans les mains d'un homme dont l'esprit était aussi vif que son époque était troublée, Georg Barèche. Georg Barèche était un alchimiste et érudit pragois, un homme dont la vie était tissée d'études solitaires et de la recherche de vérités cachées. Il avait acquis le manuscrit par des voies obscures, peut-être lors d'une vente de biens confisqués, peut-être hérité d'un collectionneur moins persévérant que lui. Quoi qu'il en soit, le livre avait trouvé un nouveau maître, et Barèche, comme Rodolphe avant lui, fut immédiatement subjugué par son étrangeté. Il passait des nuits entières à sa table de travail, dans son cabinet encombré de livres et de fioles, la lueur vacillante d'une chandelle éclairant les pages du manuscrit. L'air était froid, les murs de son étude semblaient absorber toute chaleur, mais Barèche ne sentait ni le froid ni la faim. Seul le manuscrit existait, avec ses symboles insaisissables et ses illustrations envoûtantes. Il y voyait des clés pour la médecine, pour l'astrologie, pour les arcanes de la nature. Il était convaincu qu'il s'agissait d'un ouvrage de science, d'une pharmacopée ou d'un traité d'astronomie perdu, mais dans une langue qu'aucun homme vivant ne semblait comprendre. La frustration de Barèche grandit au fil des mois, puis des années. Il avait épuisé toutes les méthodes de déchiffrement qu'il connaissait, comparé les caractères avec des alphabets anciens, des runes, des hiéroglyphes, des notations musicales. Rien, le manuscrit se moquait de ses efforts, lui offrant des images séduisantes mais des mots qui restaient muets. La solitude de sa quête commença à peser sur son esprit. Il avait besoin d'aide, d'un esprit supérieur, capable de percer ce voile d'obscurité. Son attention se tourna alors vers Rome, vers la figure intellectuelle la plus brillante et la plus respectée de son temps, Athanasius Kircher. Kircher, un jésuite allemand, était une véritable encyclopédie vivante, un polyglotte dont la maîtrise des langues orientales et des hiéroglyphes égyptiens était légendaire. Il était également réputé pour ses travaux en cryptographie et pour son intérêt pour toutes les formes de connaissances ésotériques et scientifiques. Si quelqu'un pouvait déchiffrer ce manuscrit, c'était Kircher. Barèche prit la plume, son cœur battant d'une nouvelle espérance. Il composa une lettre à Kircher, une lettre empreinte de respect et d'une urgence presque désespérée. Il y décrivait le manuscrit, ses illustrations étranges, son écriture indéchiffrable, et l'appelait à l'aide, implorant le grand érudit de se pencher sur cet insondable mystère. La lettre fut scellée et confiée à un messager, qui entreprit le long et périlleux voyage de Prague à Rome, portant avec lui l'espoir fragile d'un homme et le poids d'un secret vieux de plusieurs siècles. Pendant ce temps, à Prague, Barèche continuait son labeur solitaire. Chaque matin, le soleil se levait sur les toits de la ville, filtrant à travers les fenêtres de son étude, éclairant les pages du manuscrit. Chaque soir, la lune montait dans le ciel, jetant des ombres longues et inquiétantes sur les mêmes pages. Le temps semblait s'écouler différemment dans la présence du livre. Il était un vortex, un puits sans fond de fascination et de frustration. Barèche sentait que le manuscrit le possédait autant qu'il le possédait. Il était devenu une partie de sa vie, une obsession douce amère qui le poussait sans cesse à chercher, à comprendre, à percer le silence assourdissant de ses pages. Il sentait que ce livre recelait des vérités essentielles, peut-être des remèdes oubliés pour les maladies qui ravageaient encore l'Europe, ou des connaissances sur le cosmos qui auraient pu changer la face du monde. Mais ces vérités restaient emprisonnées derrière une barrière de symboles étrangers, se moquant de l'ingéniosité humaine. La tension montait en lui, une combinaison d'espoir et de désespoir, alors qu'il attendait la réponse de Kircher, espérant que l'érudit de Rome serait la clé qui ouvrirait enfin la porte de ce savoir ancestral. Le manuscrit, silencieux et imperturbable, attendait lui aussi. Son secret, bien gardé depuis des siècles, était sur le point d'être soumis à l'un des esprits les plus brillants de son époque. Mais même Kircher, avec toute sa sagesse et son érudition, allait-il être à la hauteur du défi ? La question planait, lourde et incertaine, dans l'air froid de l'étude de Barèche. La lettre de Georg Barèche, scellée de cire rouge et portant l'empreinte d'un désespoir studieux, entama son long voyage vers Rome. Les routes d'Europe, au XVIIe siècle, étaient des rubans de terre et de pierres déchirés par les guerres, infestés de brigands et soumis aux caprices des saisons. Le messager, un jeune homme robuste au visage buriné par le vent des plaines de Bohême, chevauchait jour après jour, traversant des forêts sombres où les loups chassaient encore et des villages dévastés par les récents conflits. Chaque étape était une épreuve, chaque nuit passée dans une auberge de fortune, une prière pour que le précieux message parvienne à destination.
Il portait en lui non seulement un pli, mais le poids d'une quête séculaire, la promesse d'une énigme qui avait déjà consumé l'esprit de plusieurs hommes. À Rome, la ville éternelle, le père Athanasius Kircher menait une existence d'une intensité intellectuelle rare. Son cabinet d'études, au cœur du Collegio Romano, était un microcosme du savoir universel, un labyrinthe de rayonnage croulant sous le poids des in-folio poussiéreux, des parchemins enluminés, des cartes célestes, des globes terrestres et des instruments scientifiques les plus divers. L'air y était saturé de l'odeur du papier jauni, de l'encre et d'une légère fumée d'encens que Kircher faisait brûler pour stimuler sa concentration. C'était là, au milieu de ce sanctuaire de la connaissance, que la lettre de Baresch finit par arriver, froissée mais intacte, après des semaines de voyage. Kircher, un homme d'une stature imposante, au front large et aux yeux vifs qui pétillaient d'une curiosité inextinguible, la prit entre ses doigts. Son nom était synonyme d'érudition à travers toute l'Europe. On le disait capable de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, de parler une douzaine de langues, de comprendre les arcanes de l'alchimie et les secrets de la musique universelle. Pour beaucoup, il était l'homme le plus savant de son temps, une véritable encyclopédie vivante, dont la seule ambition était de cartographier la totalité des connaissances humaines. Il rompit le sceau avec un geste précis et déplia le parchemin. Ses yeux parcoururent les lignes écrites d'une main tremblante mais cultivée. Baresch y décrivait le manuscrit avec une ferveur presque religieuse, ses illustrations de plantes inconnues, de figures féminines énigmatiques, et surtout, cette écriture, cette danse de signes qui défiait toute logique, toute tentative de classification. Le nom de Roger Bacon, mentionné comme une hypothèse d'auteur, ne manqua pas de piquer l'intérêt de Kircher. Bacon, ce moine franciscain du XIIIe siècle, avait déjà fasciné Kircher par ses travaux sur l'optique et l'alchimie, ses vues prophétiques et son audace intellectuelle. Kircher sentit une étincelle s'allumer en lui, une excitation familière. Un nouveau défi. Son esprit, toujours avide de conquête, percevait dans cette description l'écho d'un mystère digne de ses facultés. Il avait déjà dénoué tant d'énigmes, des codex oubliés aux inscriptions gravées sur des obélisques égyptiens, qu'il ne doutait pas un instant de sa capacité à percer celle-ci. Il dicta une réponse à son secrétaire, une missive courtoise mais empreinte d'une assurance tranquille, invitant Baresch à lui faire parvenir le manuscrit. Baresch, à Prague, reçut la réponse avec un soulagement qui frôlait l'extase. Le grand Kircher avait accepté, mais l'envoi du manuscrit lui-même était une autre affaire. Il était trop précieux, trop fragile pour être confié à un simple messager. C'est alors que son regard se tourna vers Johannes Marcus Marci, son ami et collègue, recteur de l'université Charles de Prague, un homme d'une intégrité et d'une érudition reconnue. Marci, un scientifique, un médecin, un philosophe, avait déjà été témoin de la frustration de Baresch face au manuscrit. Il comprenait l'enjeu, l'importance de cette quête. Marci, homme de devoir et de science, accepta la lourde tâche. Il savait que le manuscrit était un trésor de l'inconnu, un défi intellectuel sans précédent. Il prépara le voyage avec le plus grand soin. Le manuscrit, enveloppé dans plusieurs couches de soie et de cuir, fut placé dans un coffret de chêne, lui-même dissimulé dans ses bagages. Le poids de l'objet, à la fois physique et symbolique, lui semblait immense. Le voyage de Marci vers Rome fut moins périlleux que celui du premier messager, car il était accompagné d'une petite escorte, mais il n'en fut pas moins éprouvant. Les Alpes, majestueuses et redoutables, se dressaient comme un mur de pierre et de neige, et les cols étaient souvent bloqués par la glace ou les éboulements. Marci, habituellement plongé dans ses livres et ses expériences, fut contraint de faire face aux réalités rudes du voyage, aux nuits glaciales et aux journées interminables, son esprit constamment tourné vers l'objet précieux qu'il transportait. Chaque secousse de la diligence, chaque bruit suspect dans la nuit, ravivait son anxiété. Il était le gardien d'un secret, et il le sentait peser sur son âme. Enfin, après des semaines de route, les murs de Rome apparurent à l'horizon, baignés dans la lumière dorée du soleil couchant. La ville, avec ses dômes imposants, ses ruines majestueuses et ses églises baroques, était un spectacle qui coupait le souffle. Marci, épuisé mais soulagé, se dirigea directement vers le Collegio Romano. L'audience avec Athanasius Kircher fut un moment solennel. Marci fut introduit dans le cabinet de l'érudit, une pièce où le temps semblait s'être arrêté, figé dans l'odeur des savoirs accumulés. Kircher, assis derrière un immense bureau encombré, le salua d'un hochement de tête. Son regard, perçant et intelligent, examina Marci avec une intensité qui ne laissait rien au hasard. Marci, intimidé par la présence du grand homme, posa le coffret sur le bureau, son cœur battant la chamade. « Père Kircher, commença Marci d'une voix un peu rauque par le voyage, je vous apporte ce que mon ami Georg Baresch vous a décrit. Un mystère qui défie les esprits les plus brillants de Prague. » Kircher tendit la main, et Marci ouvrit le coffret. Le manuscrit apparut, modeste dans son écrin de velours usé, mais irradiant une aura de mystère. Kircher le souleva avec une délicatesse inattendue, ses doigts fins caressant la reliure. Il ouvrit le livre. Le silence s'épaissit dans la pièce. Seul le crépitement lointain d'un feu de cheminée et le froissement des pages sous les doigts de Kircher rompaient la quiétude. Kircher, dont la réputation reposait en partie sur sa capacité à déchiffrer les langues les plus obscures, ressentit immédiatement le choc que ses prédécesseurs avaient éprouvé. L'écriture, fluide et élégante, n'était comparable à rien de ce qu'il avait jamais vu. Elle ne ressemblait ni au syriaque, ni au copte, ni au glyphe maya qu'il avait étudié avec tant de passion. C'était une danse de boucles et de courbes, de caractères répétés avec une régularité troublante, comme une mélodie visuelle dont il ne possédait pas la partition.
Puis vinrent les illustrations. Les plantes, d'abord, des formes organiques d'une beauté étrange, aux racines tentaculaires et aux fleurs irréelles, parfois dotées de visages ou de membres humains. Des créatures végétales qui semblaient défier les lois de la botanique connue. Kircher, qui avait compilé des traités sur la faune et la flore du monde entier, fut déconcerté. Il n'y avait aucune correspondance avec les herbiers de Dioscoride, de Pline, ou même les descriptions les plus exotiques des voyageurs. Était-elle le fruit d'une imagination débridée, ou le témoignage d'espèces inconnues, voire disparues? Les pages suivantes révélèrent les diagrammes cosmologiques, des sphères imbriquées, des étoiles disposées selon des motifs énigmatiques, des constellations qui ne figuraient sur aucune carte céleste. Puis les figures féminines, nues et plantureuses, baignant dans des bassins reliés par un réseau complexe de tuyaux, comme un système circulatoire géant. Leurs expressions étaient sereines, presque extatiques, mais leur corps, souvent disproportionné, ajoutait à l'étrangeté de l'ensemble. La palette de couleurs, des verts éclatants au bleu profond, était étonnamment vive, comme si le temps n'avait eu aucune prise sur ces pigments anciens. Kircher resta longtemps silencieux, absorbé par la contemplation du manuscrit. Marcy, immobile, observait le visage du grand érudit, cherchant le moindre signe de reconnaissance, la lueur d'une solution. Mais le visage de Kircher restait impénétrable, un mélange de fascination et d'une concentration intense. Finalement, Kircher referma le manuscrit avec un soupir. C'est extraordinaire, Père Marcy. D'une complexité rare. Sa voix était grave, mais dépourvue de l'assurance habituelle. Barèche avait raison, c'est un défi. Marcy sentit une pointe d'espoir. Vous pensez pouvoir le déchiffrer, Père? Kircher se leva et se dirigea vers une étagère, ses doigts glissant sur les reliures. Je l'espère, mon cher. Mon esprit ne connaît pas de plus grande joie que de percer les voiles de l'ignorance. Il se retourna, un sourire fugace sur les lèvres. Laissez-moi ce mystère, je lui consacrerai le temps nécessaire. Les jours qui suivirent furent le théâtre d'une bataille intellectuelle acharnée. Kircher, avec la rigueur d'un moine et la passion d'un érudit, s'attaqua au manuscrit. Il commença par l'analyse statistique, une méthode qu'il avait perfectionnée pour le déchiffrement des codes. Il comptait les occurrences de chaque caractère, étudiait la fréquence des groupes de lettres, la longueur des mots, la structure des phrases. Il comparait ces données avec celles des langues connues, du latin à l'hébreu, de l'arabe au chinois, du grec ancien au dialecte copte. Il cherchait une clé, un motif récurrent, un indice qui lui permettrait de briser le code. Ses nuits étaient courtes, ses journées remplies d'une concentration fiévreuse. Il étalait sur son bureau d'immenses feuilles de papier, remplies de tableaux et de colonnes, de chiffres et de symboles. La lumière des bougies vacillait sur son visage, révélant la fatigue, mais aussi une détermination inébranlable. Il consultait ses nombreux ouvrages sur la cryptographie, sur les écritures secrètes, sur les langues oubliées. Il se plongeait dans les traités d'alchimie, d'astrologie, de botanique ésotérique, cherchant une correspondance entre les illustrations du manuscrit et les symboles connus. Il tenta toutes les approches imaginables. Une écriture par substitution? Il essaya de remplacer chaque caractère par une lettre latine, puis par des chiffres, puis par des symboles astrologiques. Les résultats étaient un charabia sans queue ni tête. Une écriture par transposition? Il réarrangea les lettres, les mots, les phrases, espérant révéler un ordre caché. Encore une fois, l'échec. Une langue artificielle, inventée de toutes pièces? Il chercha des similitudes avec les langues philosophiques ou universelles dont on rêvait à l'époque, mais le manuscrit restait singulier, résistant à toute catégorisation. Les semaines se transformèrent en mois. La confiance initiale de Kircher commença à s'effriter, lentement, insidieusement. Chaque nouvelle tentative se heurtait à un mur d'incompréhension. Le manuscrit ne révélait rien. Son silence était assourdissant, sa résistance absolue. Les fréquences des lettres étaient étranges, ne correspondant à aucune langue naturelle. Les mots semblaient trop courts, les répétitions trop rares, les motifs trop subtils pour être un simple code, mais trop chaotiques pour être une langue cohérente. La frustration commença à ronger Kircher. Lui, l'homme qui avait percé tant de secrets, se retrouvait face à une énigme qui défiait son intellect. Son orgueil en souffrait. Il se sentait humilié par ce livre modeste, par ces pages jaunies qui se moquaient de son érudition. Il commençait à douter. Était-ce une supercherie, un canular élaboré pour tromper les savants? Mais l'élégance de l'écriture, la minutie des illustrations, la complexité apparente de l'ensemble, tout cela plaidait contre une simple farce. Nul faussaire ne prendrait tant de peine pour un tel chef-d'œuvre de l'inintelligible. Il se rappelait les mots de Barèche, la ferveur de Marcy. Ils avaient placé en lui un espoir immense. Et il échouait. La mélancolie, une émotion rare chez cet homme d'action et de savoir, commença à s'installer. Il passait des heures, le manuscrit ouvert devant lui, le regard vide, perdu dans la contemplation de ces symboles muets. Il sentait la fatigue s'accumuler, non pas la fatigue physique, mais une lassitude de l'esprit, une impuissance intellectuelle qu'il n'avait jamais connue. Un soir, alors que la lune projetait les ombres des colonnes du Collegio Romano sur le sol de son cabinet, Kircher referma le manuscrit avec un geste de lassitude. Il n'y avait plus d'espoir. Il avait épuisé toutes ses ressources, mobilisé toutes ses connaissances, sans le moindre succès. La défaite était amère. Il avait été vaincu par un livre. Il fit appeler Johannes Marcus Marcy. Quand Marcy entra, il vit un Kircher différent, un homme dont les épaules semblaient plus lourdes, dont le regard avait perdu son éclat habituel. Le manuscrit gisait sur le bureau, toujours aussi énigmatique. Père Marcy, dit Kircher d'une voix basse, empreinte d'une tristesse inhabituelle, j'ai échoué. Marcy sentit son cœur se serrer. Il avait vu la détermination de Kircher, la passion avec laquelle il s'était attaqué au problème.
Si même Kircher, le grand Athanasius Kircher, ne pouvait le déchiffrer, alors qu'il pourrait. Je ne trouve aucune clé, poursuivit Kircher, son regard se perdant dans le vide. Cette écriture ne correspond à aucune langue connue, ni ancienne ni moderne. Elle ne suit aucune des règles de cryptographie que j'ai étudiées. Les illustrations sont magnifiques, mais leur sens m'échappe. C'est comme si j'étais face à un miroir sans reflet, un océan sans rivage. Il fit une pause, puis reprit, sa voix un peu plus ferme, comme s'il acceptait enfin l'inévitable. C'est soit une langue totalement perdue, inventée par un génie ou un fou, soit un canular d'une subtilité diabolique. Mais même si c'est un canular, la complexité et la cohérence interne de l'œuvre sont telles qu'elles en font un mystère en soi. Marcy s'approcha du bureau et posa une main sur le manuscrit. Il le regarda avec une nouvelle gravité. Le silence de Kircher, son aveu d'impuissance, résonnait plus fort que tous les mots. C'était le tournant, le moment où le manuscrit cessa d'être un simple défi pour devenir une légende, un symbole de l'inconnaissable. « Que devons-nous faire, père ?» demanda Marcy. Kircher haussa les épaules. « Je ne sais, je ne peux plus y consacrer mon temps. D'autres devoirs m'appellent, mais je ne peux me résoudre à le jeter. Il y a quelque chose en lui, une beauté, une intention qui m'interdit de l'abandonner totalement. » Il poussa le manuscrit vers Marcy. « Reprenez-le, mon cher. Peut-être qu'un autre esprit, un jour, trouvera la clé que nous n'avons pu découvrir. » Marcy prit le manuscrit, sentant à nouveau son poids, mais cette fois-ci, un poids de défaite collective. Il le ramena à Prague, où il le conserva précieusement, comme un témoignage de l'échec de l'érudition la plus brillante de son temps. Il écrivit à Barèche, lui transmettant la triste nouvelle de l'impuissance de Kircher. Barèche, déjà usé par sa propre quête, reçut la nouvelle avec une résignation amère. Le manuscrit, l'objet de tant d'espoir, était redevenu un fardeau, une énigme silencieuse. Johannes Marcus Marcy, malgré la déception, ne perdit jamais tout à fait l'espoir. Il continua à chérir le manuscrit, le gardant en sécurité. Il savait que sa valeur ne résidait pas seulement dans son contenu indéchiffrable, mais dans son existence même, dans sa capacité à défier l'intellect humain. Il continuait, de temps à autre, à le feuilleter, ses doigts caressant les caractères étranges, son esprit cherchant une illumination. Mais l'illumination ne venait pas. Le manuscrit resta en possession de Marcy, puis de ses héritiers, pendant des décennies, passant de main en main, de collection en collection, toujours entouré de cette aura d'insondable mystère. Il devint un objet de curiosité pour quelques érudits, un sujet de spéculation pour les alchimistes et les cryptographes amateurs, mais personne ne parvint à percer son secret. Chaque tentative échouée ne faisait qu'épaissir le voile de sa légende. Il était devenu le livre que personne ne pouvait lire, un défi éternel lancé à l'ingéniosité humaine. Son existence même était un paradoxe, un monument de savoir qui refusait d'être connu, un trésor de sagesse dont la clé était perdue à jamais, ou n'avait peut-être jamais existé. Le temps s'écoula, implacable, emportant avec lui les souvenirs des hommes qui avaient tenté de le comprendre, mais laissant derrière lui le manuscrit, inaltéré, attendant patiemment le prochain esprit audacieux qui oserait se frotter à son insondable silence. Les siècles glissèrent comme des grains de sable entre les doigts du temps. Le XVIIe siècle laissa place au XVIIIe, puis au XIXe, et le manuscrit, silencieux témoin des révolutions, des guerres et des bouleversements du monde, poursuivit son voyage discret. Après la mort de Johannes Marcus Marcy, le livre, qui avait été sa fierté et son fardeau, fut légué à son ami et collègue, Georgius Bartschus, un érudit pragois qui partageait sa fascination pour les arcanes de la connaissance. Bartschus, à son tour, le transmit à d'autres érudits, tous unis par la même quête inassouvie, la même frustration élégante. Il échoua de main en main, de bibliothèque privée en cabinet de curiosité, un objet précieux et énigmatique, souvent admiré pour la finesse de ses illustrations, mais jamais compris. Pendant de longues années, le manuscrit trouva refuge dans les vastes collections de la Compagnie de Jésus. Il fut, à un moment donné, la propriété de Petrus Bex, le supérieur général des Jésuites, qui le fit déposer dans la bibliothèque du Collegio Romano à Rome, puis, plus tard, au collège de Mondragone, une somptueuse villa jésuite située à Frascati, dans les collines pittoresques du Latium, non loin de la ville éternelle. Là, dans l'ombre fraîche et paisible des salles de lecture, sous des plafonds ornés de fresques fanées et au milieu de milliers de volumes reliés de cuir, le manuscrit de Voynich, encore anonyme, attendit. Il reposait sur une étagère, l'un parmi tant d'autres, son vélin jauni et sa reliure modeste ne trahissant en rien la profondeur du mystère qu'il contenait. Les rayons de soleil, filtrés par de hautes fenêtres à meneaux, dessinaient des arabesques de poussière dorée dans l'air immobile, éclairant parfois ses pages entr'ouvertes, mais jamais ne révélant ses secrets. Les doigts des bibliothécaires, habitués à manipuler des incunables et des traités anciens, le saisissaient parfois avec une curiosité distraite, le feuilletant un instant avant de le replacer, résigné à son silence. Il était là, un fantôme de savoir, un défi oublié, bercé par le murmure lointain des cloches de Frascati et le chant des cigales estivales. Les années passèrent, des décennies, puis un demi-siècle, transformant le manuscrit en une relique endormie, son existence connue de quelques initiés seulement, mais son contenu toujours aussi impénétrable. L'aube du XXe siècle apporta avec elle un nouveau souffle, une ère de découverte et de remise en question. Le monde s'accélérait, les empires vacillaient, et la soif de l'homme pour la connaissance, pour l'inédit, ne faisait que croître. C'est dans ce contexte effervescent, juste avant le grand cataclysme de la Première Guerre mondiale, que le destin du manuscrit allait de nouveau basculer, grâce à un homme dont la vie était vouée à la chasse aux livres rares et aux trésors oubliés, Wilfried Voynich. Wilfried Voynich, né Michał Voynich en Lituanie,
était un antiquaire et libraire polono-lituanien, un homme dont l'intellect était aussi acéré que son flair pour les objets précieux. Ancien révolutionnaire exilé en Sibérie, il avait trouvé refuge en Angleterre, puis aux États-Unis, où il avait bâti une réputation enviable dans le monde du livre ancien. Sa passion n'était pas seulement le commerce, mais la découverte, le frisson de dénicher des œuvres perdues, des manuscrits qui pouvaient réécrire l'histoire ou éclairer des pans oubliés du savoir. Son visage, encadré d'une barbe fournie, portait les marques d'une vie aventureuse et d'une intelligence vive. Ses yeux, d'un bleu profond, scrutaient les étagères des bibliothèques poussiéreuses avec une intensité presque prédatrice. En 1912, l'Europe était en ébullition, mais Wilfried Voynich, lui, était en Italie. Il avait appris que les jésuites de Mondragone, confrontés à des difficultés financières, cherchaient à vendre une partie de leur bibliothèque. Pour un homme comme Voynich, c'était une invitation irrésistible. Il se rendit à Frascati, avec l'excitation contenue du chasseur sur la piste d'une proie rare. Le collège de Mondragone, avec ses jardins en terrasse et sa vue imprenable sur la campagne romaine, était un lieu d'une beauté sereine, mais sa bibliothèque était un dédale de couloirs sombres et d'étagères surchargées. L'odeur du vieux papier, de la cire et du bois ciré emplissait l'air, une fragrance douce et entêtante qui était pour Voynich le parfum de l'aventure. Il passa des jours à explorer les rayonnages, ses doigts gantés effleurant des reliures séculaires, son esprit absorbant les titres latins et grecs. Il recherchait des incunables, des éditions rares, des manuscrits enluminés. Puis, au détour d'une étagère peu éclairée, son regard fut attiré par un volume modeste, presque effacé parmi des tomes plus imposants. Sa reliure en vélin, d'un blanc cassé, portait les stigmates du temps, mais quelque chose dans sa simplicité, dans son anonymat apparent, capta l'attention de Voynich. Il le sortit de son emplacement, sentant le poids inattendu de l'objet dans sa main. La couverture était vierge de tout titre, de toute indication. C'était un livre sans nom, un livre sans voix. Avec une curiosité grandissante, Voynich l'ouvrit. La lumière tamisée de la bibliothèque tomba sur les premières pages, révélant une écriture qu'il n'avait jamais vue. Son cœur, habitué aux découvertes, fit un bond. Ce n'était pas du latin, ni du grec, ni de l'hébreu, ni de l'arabe, ni même aucune des langues européennes ou orientales qu'il connaissait. C'était un alphabet entièrement étranger, une suite de caractères fluides, élégants, tracés avec une régularité déconcertante, comme une calligraphie d'un autre monde. Il tourna les pages, et l'étonnement fit place à une fascination profonde. Les illustrations, des plantes aux formes fantastiques, aux racines tentaculaires et aux fleurs éclatantes, certaines reconnaissables à peine, d'autres totalement étrangères à toute botanique connue. Des diagrammes astronomiques d'une complexité vertigineuse, des constellations inconnues, des symboles célestes qui défiaient les cartes stellaires de son époque. Et puis, ces figures féminines, nues, aux courbes généreuses, baignant dans des bassins d'eau verte, reliés par un réseau de tuyaux sinueux. Leurs visages, aux expressions sereines et énigmatiques, semblaient le défier de comprendre. La palette de couleurs, des verts émeraude au bleu saphir, des ocres chauds au rouge profond, était d'une vivacité surprenante, comme si le temps n'avait eu aucune prise sur ces pigments médiévaux. Un frisson parcourut l'échine de Voynich. Il tenait entre ses mains non pas un simple livre ancien, mais un artefact, un fragment d'un savoir perdu, ou peut-être d'un savoir qui n'avait jamais existé. Il sentit le même choc, la même révélation qu'avaient éprouvé Rodolphe II, Jacobus Orsicki, Georg Barèche et Athanasius Kircher avant lui. Mais là où les autres avaient été accablés par la frustration, Voynich ressentit une excitation pure, la joie du découvreur face à l'inconnu. Il avait trouvé son Graal. Il acheta le manuscrit et 30 autres volumes à la Compagnie de Jésus, pour une somme que l'histoire a oubliée, mais qui fut sans doute dérisoire comparée à la valeur inestimable de sa découverte. Le manuscrit, désormais baptisé manuscrit de Voynich, en l'honneur de son découvreur, quitta les ombres de Frascati pour le monde moderne. Wilfried Voynich consacra les dernières années de sa vie à tenter de percer le mystère de son acquisition. Il le présenta aux plus grands cryptographes de son temps, aux linguistes les plus éminents, aux historiens et aux botanistes. Chaque expert qui se penchait sur ces pages en ressortait avec la même perplexité, la même fascination mêlée de frustration. Le manuscrit résistait à toutes les tentatives de déchiffrement. Les statistiques linguistiques étaient aberrantes, les motifs des caractères trop réguliers pour être aléatoires, mais trop étranges pour correspondre à une langue naturelle connue. Les illustrations, si précises et si détaillées, semblaient être la clé, mais elles ne faisaient qu'épaissir le mystère en représentant des espèces végétales et des phénomènes célestes inexistants. Voynich, malgré ses efforts inlassables, mourut en 1930, emportant avec lui le secret non résolu du manuscrit. Il avait, cependant, accompli sa mission. Il avait sorti le livre de l'oubli, le propulsant sur la scène mondiale, transformant une curiosité jésuite en l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la cryptographie et de la linguistique. Après sa mort, le manuscrit passa entre les mains de sa veuve, Ethel Voynich, puis à sa secrétaire, Anne Neal. En 1969, il fut finalement acquis par Hans P. Krauss, un libraire antiquaire, qui, après avoir échoué à le vendre, en fit don à l'université de Yale, où il réside depuis lors, sous la référence MS 408, dans la prestigieuse bibliothèque Benec de livres rares et manuscrits. L'arrivée du manuscrit à Yale marqua le début d'une nouvelle ère de recherche. La technologie moderne offrait de nouveaux outils pour l'analyser. Des linguistes informaticiens appliquèrent des algorithmes complexes pour étudier la structure des mots et des phrases, des cryptographes utilisèrent des méthodes statistiques avancées pour tenter de trouver des motifs cachés. Des historiens de l'art examinèrent les pigments et le style des illustrations, des paléographes étudièrent le ductus de l'écriture.
La datation au carbone 14, effectuée en 2009, confirma que le manuscrit avait bien été créé entre 1404 et 1438, ancrant définitivement son origine au début du XVe siècle, bien avant Roger Bacon, réfutant ainsi l'attribution initiale de Rodolphe II et les spéculations de Voynich lui-même. Les théories abondèrent, aussi nombreuses que variées, aussi audacieuses qu'improbables. Certains y virent une langue artificielle, une tentative d'un esprit génial de créer une langue universelle ou philosophique. D'autres y décelèrent un code complexe, un message crypté dissimulant des secrets alchimiques, des connaissances médicinales ou des prophéties apocalyptiques. Des chercheurs suggérèrent qu'il s'agissait d'un canular élaboré, une farce sophistiquée destinée à tromper un riche collectionneur, une hypothèse qui, bien que séduisante par sa simplicité, peinait à expliquer la complexité et la cohérence interne de l'œuvre. D'autres encore proposèrent qu'il s'agissait d'une écriture glottolalique, une forme d'écriture automatique ou de glossolalie, ou même d'une œuvre créée par une personne atteinte de schizophrénie ou d'une autre maladie mentale. Des générations de cryptographes, d'historiens, de linguistes et d'amateurs passionnés se sont succédés, chacun apportant sa propre méthode, sa propre intuition, sa propre part d'espoir et de déception. Des équipes entières se sont formées, des concours ont été lancés, des logiciels ont été développés spécifiquement pour le Voynich. Mais à ce jour, aucune solution n'a été universellement acceptée. Le manuscrit continue de défier toute compréhension, son écriture restant aussi mystérieuse qu'au premier jour où Rodolphe II l'a ouvert. Le manuscrit de Voynich est devenu bien plus qu'un simple livre ancien. Il est devenu un symbole de l'inconnaissable, de la persistance des mystères dans un monde qui prétend tout expliquer. Il est un miroir tendu à l'intelligence humaine, reflétant à la fois sa curiosité insatiable et ses limites. Il incarne cette quête éternelle de sens, cette aspiration à percer les voiles de l'ignorance, même lorsque les outils les plus sophistiqués et les esprits les plus brillants se heurtent à un mur de silence. Son héritage est multiple. Pour les historiens, il est une capsule temporelle, un fragment d'un passé dont la signification nous échappe. Pour les linguistes, il est un défi ultime, une anomalie qui remet en question nos théories sur la nature du langage. Pour les cryptographes, il est le Saint Graal, l'énigme parfaite, le code indéchiffrable. Et pour le grand public, il est une source inépuisable de fascination, une légende vivante, un rappel que même à l'ère de l'information, des secrets profonds et magnifiques peuvent encore exister. Le manuscrit, avec ses pages jaunies et ses illustrations énigmatiques, continue de reposer dans son écrin de verre à Yale, sous l'œil vigilant des conservateurs. La lumière artificielle de la vitrine éclaire ses caractères dansants, ses plantes fantasmagoriques, ses figures nues. Des visiteurs du monde entier viennent le contempler, le photographier, le scanner, chacun y cherchant une lueur, un indice, une résonance personnelle. Il est là, défiant le temps, défiant la compréhension, un monument de persévérance et d'humilité. Il murmure encore les mêmes questions aux esprits audacieux qui osent le regarder. Qui l'a écrit ? Pourquoi ? Quel savoir recèle-t-il ? Ou n'est-il qu'un éclat de génie, une œuvre d'art purement esthétique, une langue sans signification, un jeu d'esprit d'un passé lointain ? Le silence du manuscrit est assourdissant. Il est la voix de l'inconnu, le chant des possibles, le rire énigmatique d'un passé qui se refuse à être dompté. Et c'est peut-être là que réside sa véritable beauté, sa puissance intemporelle. Dans son refus obstiné de se laisser déchiffrer, il nous invite à un voyage sans fin, à une exploration perpétuelle des frontières de la connaissance. Il est le livre qui nous rappelle que l'univers est vaste, que l'histoire est pleine de recoins inexplorés, et que l'esprit humain, malgré toutes ses conquêtes, restera toujours confronté à l'émerveillement et à l'humilité face à l'insondable. Le manuscrit de Voynich, l'énigme du XVe siècle, continue sa danse silencieuse, attendant, peut-être pour toujours, que quelqu'un, un jour, trouve la clé de son cœur secret.